Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble 5 grosses erreurs qu'on a vite tendance à faire au potager au mois de mars. Je peux vous dire que moi, je les ai toutes réalisées durant mes précédentes saisons, notamment les premières années, bien sûr, où je ne maîtrisais pas trop le potager. On verra même quelques erreurs bonus en fin de vidéo. Donc, je vous propose de commencer par l'erreur que je trouve la plus fréquente, la plus importante, que je me force à ne pas faire cette saison. Ça va être celle de planter et de semer trop tôt au mois de mars, parce que on a plusieurs pièges là qui nous emmènent à vouloir déjà planter par exemple des tomates. Regardez, aujourd'hui on est le 17 mars, fin d'après-midi, je suis en t-shirt, on a la première vraie journée printanière, plus de 20 degrés ici dans le sud. Je reviens de jardinerie et je vous raconte pas quoi, c'est l'oasis à plan de culture estivale avec des aubergines, des tomates, des courgettes, des poivrons, des tonnes de plants là qui sont proposés à profusion à la vente, alors que le moindre gel va être fatal si jamais il y en a un, et il y a encore énormément de risques qu'il y ait une période de refroidissement. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Je sais qu'ici, par exemple, jusqu'à mi-avril, on peut très bien avoir des températures négatives, et si vous êtes sous des climats encore plus frais, eh bien jusqu'à début mai, mi-mai, parfois même fin mai sous les climats les plus frais, vous pouvez avoir des risques de gel. Donc tout ce qui est haricots, courgettes, courges, maïs, tournesol, poivrons, aubergines, melons, pastèques, vous laissez ça de côté, vous ne les plantez que lorsque vous n'avez plus de risque de gel. Et au contraire, c'est ce que je vous montre sur la chaîne depuis déjà plusieurs semaines, on peut s'éclater avec les cultures précoces qui, elles, résistent à des petits gels, qui, elles, se régalent avec seulement 10, 15, 20 degrés maximum. Et je vous le montre à longueur de semaine, les petits pois, les mange-tout, les fèves, les mesclun, les laitues, les betteraves, les blettes, les oignons, les échalotes. Tout ça, ce ne sont pas des cultures pleinement estivales, ce sont des cultures qu'on appelle aussi de mi-saison, qui résistent à de petits gels. Et là, au mois de mars, on peut se régaler, à les semer, à les planter. Vous trouvez des jeunes plants en jardinerie. Mais sinon, si vous avez des risques de gel, vraiment, ne succombez pas à cette erreur de semer et de planter trop vite les cultures estivale. On passe à la deuxième erreur. Alors celle-ci aussi, combien de fois je l'ai fait par excès d'optimisme, surtout les premières années, ça va être par rapport à nos copines les limaces. Pour vous donner une anecdote, j'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a même pas un an, elle arrive déjà à 200 000 vues, pour vous dire vraiment l'impact de cette thématique, à quel point des jardiniers se retrouvent désemparés face à une attaque de limaces, parce qu'on est souvent trop confiant, on va penser que tout va bien se passer, que Dame Nature va bien faire les choses, que les petits hérissons, les crapauds, les grenouilles, les cloportes vont manger les limaces, sauf que souvent pas du tout. La population de limaces se retrouve beaucoup trop nombreuse, surtout si vous êtes en approche, comme moi je fais ici, biologique, sans trop de travail de sol, avec des paillages, avec des composts, avec pas de motoculteurs. Les œufs de limaces ne se retrouvent pas exposés aux prédateurs, ils sont protégés même sous les paillages, et parfois on peut avoir de sacrés déconvenus. Donc, soyez sensibilisés, attentionnés, sortez parfois le soir pour vérifier s'il n'y a pas des limaces, parce que c'est là qu'elles sortent pour aller dégommer nos jeunes plants de laitue. Mais vraiment, je me souviens, avec les enfants, en plus, on plante des jeunes plants de laitue, des jeunes plants de choux, et puis le lendemain matin, vous allez voir ça avec les enfants, et il n'y a plus rien du tout le monde pleure, c'est une catastrophe, le potager devient quelque chose de calamiteux, alors qu'on espère y passer des bons moments. Donc sortez parfois le soir, vous avez des granulés bio pour ceux qui sont vraiment désemparés. Vous avez des pièges à bière, des pièges à cendres que je déconseille moi plus ou moins, parce qu'au final on n'a pas forcément de bons résultats. Vraiment, la meilleure prévention, c'est de sortir le soir, de capturer un maximum, d'aller les reloger bien plus loin que dans votre potager, et puis maximiser la biodiversité. Ayez des haies, des cachettes, des tas de bois, des tas de cailloux, attirer les prédateurs. Mais parfois, je vous répète, ça ne suffit pas. Moi j'ai tout ça au potager, et malgré ça, je suis en veille constante pour éviter de me faire dégommer, de me faire ravager la saison par la pression, par la présence trop excessive des limaces. Troisième erreur maintenant, elle va être concernant le sol. Alors là aussi, les premières années, je négligeais complètement ma préparation de sol. Donc ce sol, vraiment, ayez conscience qu'en approche biologique, tout passe par lui. Que ce soit vos composts, vos paillages, vos engrais organiques, tout ça ne va pas nourrir directement vos cultures. Il faut un travail du peuple du sol pour décomposer, pour déchiqueter, pour manger, pour valoriser tous ces apports. Et pour ça, il faut
faut un sol qui soit fertile sous ses apports, un sol qui soit meuble, qui soit oxygéné, qui soit humide, qui soit enrichi, donc nourri par des composts, par des paillages, par des engrais organiques. Donc vous pouvez le faire à l'automne, c'est ce que je vous montre chaque saison. On peut déjà apporter des amendements, des composts, des engrais organiques, mais on peut le faire aussi au printemps, surtout si vous ne l'avez pas fait à l'automne. Je vous remontrerai ça bien sûr dans toutes les semaines à venir, cette notion du sol fertile, vivant, pour espérer vraiment les meilleurs résultats au final. Quatrième erreur maintenant, on change complètement de sujet, ça va être concernant l'arrosage. Le besoin en eau, il vient avant tout de la météo. Vous allez me dire, c'est logique, mais la disparité est énorme. C'est-à-dire que pour un besoin de 1 au mois de mars, on va avoir un besoin de 20 au mois de juin. Pour vous dire que c'est 20 fois supérieur, parce que les plants sont beaucoup plus grands, donc ils transpirent, ils vont pomper de l'eau dans le sol pour rester droit, pour se développer. Comme nous en fait, on boit de l'eau tous les jours pour rester en vie, et les plants c'est pareil. Et quand il fait chaud, ce besoin en eau est démultiplié. Pareil pour l'évaporation de l'eau dans le sol qui s'évapore beaucoup plus à partir du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin, du mois de juillet. La courbe est crescendo. Mais au mois de mars, les plantes sont tout petits, transpirent très peu, il ne fait pas encore très chaud, l'évaporation dans le sol est très faible, on a quelques pluies passagères, on a des rosées matinales, on a un taux d'humidité dans l'air qui est conséquent, ce qui fait qu'on peut quasiment se passer d'arrosage, sauf si vraiment il ne va pas pleuvoir pendant 30 jours, qu'il va faire soleil, du vent pendant 30 jours. Là, on va arroser un arroseur au mètre carré, mais qui va tenir, ça va arroser pour une semaine, 10 jours, 15 jours. Alors qu'en été, un arroseur au mètre carré, parfois, ça va tenir seulement un jour, parce que les plants vont transpirer, et l'eau va s'évaporer à hauteur de 10 litres par jour au mètre carré, alors que, je vous répète, au mois de mars, avec 10 litres au mètre carré, vous tenez largement un mois. Ensuite, on passe à une cinquième erreur. Je vais la passer assez vite, mais moi, je sais qu'elle me concerne. Ça va être de remplir trop son potager avec des cultures précoces et se retrouver un peu bloqué pour implanter par la suite des cultures de pleine saison. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les laitues, les petits pois, les mange-tout, les blettes, les choux, les betteraves, les mesclun, on peut rapidement envahir son potager, et sauf qu'on ne va pas les récolter assez tôt pour implanter dès le début du mois de mai tout ce qu'on voudrait en culture estivale. Donc forcez-vous à laisser des parcelles de vide. Moi je sais que là je vais mettre carrément des bambous, des tuteurs pour mes futurs emplacements de tomates, pour me forcer à ne pas y mettre des laitues, des petits pois, des mange-tout, des blettes dès maintenant, parce qu'il faut que je me force à garder des espaces de vide pour les cultures estivales. Je passe à quelques erreurs bonus, mais qui m'ont marqué moi dans mes années d'apprentissage du potager. Croire qu'une serre va nous protéger du gel. Putain, là, excusez-moi, j'ai dit une grossièreté. Une serre, dans le meilleur des cas, vous gagnez 1 voire 2 degrés par rapport à l'extérieur. Et si jamais il gèle à -5, que vous avez des plants de tomates, de culture estivale dans la serre, il va faire -2, -3, et vous allez vous faire flinguer tous vos plants, tout va mourir. Donc là aussi, soyez en prévention, faites très attention, mettez des nappes chauffantes, ou mettez un chauffage de chantier, ou mettez des voiles pour protéger vos semis, ou vous les rentrez à la maison, mais ne vous faites pas avoir. Et je répète, avec cette tentation là de la météo, des jours précoces qui sont déjà doux, avec cette tentation d'avoir plein de plants dans les jardineries, vraiment, soyez vigilants, protégez-les du risque de gel, et dans la serre, vous n'êtes pas protégé, sauf donc à rajouter des solutions d'appoint pour vous éviter ce désagrément. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait dans le passé de penser qu'une serre allait me protéger des gels nocturnes. Ce n'est pas du tout le cas. Encore une erreur qui me concerne d'ailleurs cette saison, mais je suis vigilant, je ne la commets pas, ça va être de travailler un sol trop humide. Vous êtes nombreux à avoir eu des pluies énormes, vous avez l'eau qui remplace l'air dans le sol, c'est compacté, c'est sous pression, ça colle aux outils. N'allez pas planter là-dedans, n'allez pas semer là-dedans, n'allez pas passer quelconque gros travail de sol, quelconques outils de gros travail de sol là-dedans. Je pense à ceux qui utilisent le motoculteur. Vous patientez, vous laissez ressuyer, vous laissez sécher le sol, et ensuite, si vous le souhaitez, une fois que l'air a réussi un petit peu à sécher tout ça, vous passez du croc, vous passez de la grelinette, vous passez du râteau, vous pouvez planter, vous pouvez semer, mais n'allez pas travailler un sol trop humide, c'est la catastrophe, d'autant plus si vous êtes en approche de sol vivant. Vous cassez un travail qui a été parfois fait au terme de plusieurs années, hein. Vous savez, ces agrégats, ces molécules-là, organo-minérales, tout ça,
c'est fragile et si vous passez vraiment un outil alors que le sol est gorgé d'eau, vous allez faire un massacre. Donc vraiment, ne faites pas l'erreur de travailler un sol trop humide. Et puis je finis avec la dernière erreur, c'est celle qui me concernait vraiment les toutes premières années, à la fois d'ailleurs en tant que jardinier, mais aussi en tant que créateur de contenu, c'est que je prenais mon climat un petit peu trop, il y a déjà des moustiques, c'est une catastrophe, je prenais mon climat comme une généralité et je vous parlais un petit peu de mon jardin comme d'une généralité, sauf que rapidement, j'ai compris qu'il y avait des disparités énormes, notamment au mi-saison et notamment au mois de mars. Faites attention à ne pas copier, coller des youtubeurs, des créateurs de contenu, des calendriers généralistes en pensant que chez vous ça va se passer de la même façon. Moi dans chaque vidéo je vous mets les petits textes, je vous répète que attention je suis sous climat doux dans le sud et quand je plante en extérieur des laitues début mars, eh bien peut-être que chez vous ça va être uniquement début avril qu'il y aura suffisamment de douceur, suffisamment de température dans le sol, suffisamment de conditions propices par chez vous pour pouvoir se permettre une plantation pleine de terre. Donc à mi-saison, attention, il y a parfois 3, 4, 5, 6 semaines de décalage entre les climats les plus doux et les climats les plus frais. Ensuite, à partir de fin mai, début juin, un petit peu tout le monde se regroupe parce que les gels sont terminés partout. Les climats les plus doux commencent à avoir trop chaud. Mais vraiment, on peut dire que tout le monde peut tout se permettre. Et puis ensuite, à partir du début du mois d'août, là c'est l'inverse, ce sont les climats les plus frais qui vont en premier commencer à semer, planter les cultures dernière saison. Alors que les climats les plus doux, on va encore patienter jusqu'à septembre, parfois même mi-fin septembre pour semer des épinards, des radis, des laitues, toutes ces cultures qui n'aiment pas la chaleur, on va patienter et semer un peu plus tard que d'autres climats plus frais que les nôtres. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire pour ces 8 erreurs. Bien sûr, si vous voulez encore plus réussir votre saison, je vous rappelle que mon bouquin là, qui est sorti depuis 10 jours, vous l'avez mis en rupture pendant plusieurs jours, mais là ça y est, on commence à réapprovisionner. Vous avez tout ce qu'il faut pour à la fois débuter un potager, mais aussi pour ceux qui sont plus confirmés. Je vous raconte vraiment 15 années de vécu de potager sur toutes les thématiques essentielles, sur toutes les fiches culture qui sont extrêmement détaillées. On commence à avoir des retours qui sont vraiment géniaux. Je me permets à insister de vous le conseiller parce que je sais qu'il vous plaira. Je me suis régalé à l'écrire pendant un an et j'y ai mis vraiment toute cette vie là depuis 15 ans à vivre, dormir, manger, travailler aussi, potager. Et vraiment, je me suis régalé à faire ce bouquin. Vous le retrouvez un petit peu partout en librairie et sur internet. Merci beaucoup pour votre attention et puis on se retrouve très vite parce que il y a encore toute une saison à réaliser, tout un potager à décider. Merci et à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao!